Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Winavio. Ici, on te parle de ton site web et de sa visibilité sur la toile. Tu as sûrement déjà entendu parler de ChatGPT, peut-être même que tu as commencé à t'en servir, et puis tu ne sais peut-être pas exactement comment bien t'en servir pour arriver au résultat escompté. Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser ChatGPT pour t'aider à écrire les articles que tu vas publier sur le blog de ton entreprise. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais utiliser la version 4 de ChatGPT. Je ne sais pas si tu es au courant en ce moment, ou en tout cas au moment d'enregistrer cette vidéo, peut-être pas au moment que toi tu vas l'écouter, mais au moment de l'enregistrer, il y a deux versions de ChatGPT. Il y a la version 3.5 qui est disponible pour tous les utilisateurs, que ce soit les utilisateurs gratuits ou les utilisateurs qui payent un forfait avec OpenAI, la compagnie qui fait ChatGPT. Et puis, il y a aussi la version 4 de ChatGPT qui est un peu plus avancée et qui a plus de fonctionnalités que la version 3.5 et qui est seulement disponible aux utilisateurs qui payent un forfait mensuel avec OpenAI. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais utiliser la version 4 de ChatGPT parce que je la trouve plus efficace au niveau de faire de la rédaction, tout particulièrement au niveau de faire de la rédaction pour le web, comme des articles de blog. Je la trouve plus efficace aussi au niveau du SEO. Puis, étant donné que la vidéo d'aujourd'hui, je vais l'enregistrer en te montrant concrètement comment je vais écrire un vrai article de blog que je vais ensuite publier sur le site de Winavio, je veux m'assurer de tirer le meilleur de ChatGPT. Par contre, il n'y a rien de ce que je vais te montrer dans la vidéo d'aujourd'hui qui sont des fonctionnalités qui sont exclusives à la version 4. Tout ce que je vais te montrer, tu peux le faire dans la version gratuite, la version 3.5, sans aucun problème. La seule différence vraiment là, que tu vas remarquer entre ce que tu vas voir à mon écran dans la version 5 puis ce que tu pourrais voir à ton écran dans la version 3.5, ce que tu vas voir à mon écran dans la version 4 puis ce que tu vas voir à ton écran dans la version 3.5, il y a deux détails que tu vas voir différents. Sur 3.5, ChatGPT est beaucoup plus rapide. Fait qu'il va être beaucoup plus rapide à répondre quand tu lui poses une question, quand tu lui donnes une instruction. Puis au niveau de faire de la rédaction comme tel, il va être beaucoup plus rapide à faire la rédaction. Parce que la version 4 de ChatGPT, c'est un modèle un peu plus complexe. Donc, il est un petit peu plus lent à répondre, autant au niveau de réagir à une requête qu'on lui fait, puis aussi après ça, pour faire l'écriture comme telle, la rédaction, il est un petit peu plus long. Par contre, moi, je trouve que la version 4 de ChatGPT va un peu plus loin au niveau là, de ce qui est écrit dans les articles de blog, au niveau de l'optimisation SEO, au niveau de donner des conseils. Puis, comme je te dis, étant donné que j'ai prévu publier cet article-là sur le site de Winavio, je veux m'assurer d'avoir le meilleur possible pour publier sur le site de Winavio. Alors, la première étape, c'est de te connecter à ton compte ChatGPT. Et puis, une fois que tu es connecté, de démarrer une nouvelle discussion. Je te recommande de démarrer une nouvelle discussion pour chaque sujet que tu veux discuter avec ChatGPT, que ce soit des sujets de ta vie professionnelle ou ta vie personnelle. Fais une nouvelle discussion à chaque fois parce que au fur et à mesure que tu discutes au fil des semaines ou au fil des mois avec ChatGPT sur un sujet donné, mais il va pouvoir te revenir avec des conseils ou avec du feedback qui n'est pas juste par rapport à ce que tu lui dis là aujourd'hui, mais aussi par rapport à tout l'historique de discussion que tu as eu avec lui par rapport à ce sujet-là en particulier. Donc, par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est démarrer un chat avec ChatGPT qui va être à propos spécifiquement de t'aider avec les articles de blog pour ton entreprise. Puis au départ, tu vas le briefer sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui est ton entreprise, c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce que tu attends de lui, etc. Comme ça, après ça, tu n'auras pas besoin de répéter ces instructions-là à chaque fois que tu vas lui demander d'écrire un article de blog parce que tu lui as donné au départ, il va s'en souvenir. Puis chaque article qu'il va t'écrire, ben, il va t'écrire par rapport aux instructions que tu lui as données au départ. Par contre, note qu'il y a une limite à cette mémoire-là que ChatGPT a. La limite, elle est plus petite sur ChatGPT 3 qu'elle l'est sur ChatGPT 4. Mais il y a quand même une mémoire où éventuellement, quand ta discussion a duré très, très, très longtemps, c'est en quantité de mots. Quand tu calcules la discussion, ben, c'est des tokens en réalité, mais qui se traduisent en quantité de mots. Donc, après une certaine longueur de discussion, il va oublier ce que tu lui as dit au début. Fait que peut-être rendu au bout d'avoir écrit 3 ou 4 articles de blog, tu vas vouloir lui rappeler qui que t'es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes attentes, avant de lui faire écrire un autre article de blog. Donc, si je veux pas que tu passes ta journée à me regarder à taper au clavier, donc j'ai préparé des requêtes d'avance. C'est vraiment ça le nerf de la guerre avec ChatGPT, c'est lui donner une requête qui est claire, qui est complète, puis qui est le plus détaillée possible. Donc, j'ai préparé ma requête d'avance pour que tu me vois taper au clavier, mais tout le reste, je vais improviser pour le reste du tutoriel aujourd'hui, étant donné que je ne sais pas ce qu'il va me répondre exactement. Donc, ma première requête, c'est ma requête initiale ici. Je lui écris « Je suis propriétaire d'une agence de communication numérique. Le nom de l'agence est Winavio. » Je lui spécifie le nom de l'agence parce que après ça, si je nomme Winavio, il va savoir de quoi je parle en réalité parce que Winavio, c'est une petite agence. C'est pas comme si je disais « Je travaille pour Radio-Canada » puis j'ai pas besoin de lui dire « C'est quoi Radio-Canada? » Dans ce cas-ci, Winavio, probablement qu'il sait pas c'est quoi. Donc, je lui nomme l'agence. Comme ça, si plus tard je parle de Winavio, il va savoir de quoi je parle.
mais aussi parce qu'il va pouvoir intégrer le nom de l'agence dans mon article, ce qui va en faire un article qui va avoir l'air plus d'être écrit par moi. Parce qu'en réalité, je vais publier ce site de Winavio en tant que moi comme auteur, mais je vais l'avoir en réalité coécrit avec ChatGPT. Je lui ai dit, nous avons un blog sur notre site web où on partage des articles sur des sujets. Je vais juste corriger mes fautes. Normalement, ça ne dérange pas les fautes, mais je vais quand même les corriger au cas où. Donc, où on partage des articles sur des sujets en lien avec le web, WordPress, Shopify, le SEO, le marketing par courriel et plusieurs autres sujets en lien avec le marketing numérique. Là, tu peux voir que dans cette phrase-là, j'ai spécifié courriel. Ça, avec quelque chose qui va être important, c'est écrit pour une auditoire qui est ici au Québec, parce que par défaut, par défaut, quand ChatGPT va t'écrire courriel, il va écrire email à la place. Même quand il t'écrit en français, il va écrire email. Il a tendance à écrire dans un français européen plutôt que dans un français canadien. Puis ici au Québec, email, c'est considéré comme un anglicisme. On utilise plutôt le mot courriel, mais le mot courriel, il n'existe pas en France. J'imagine qu'ils connaissent, mais c'est pas un mot qui est d'usage en France. Donc, ça veut dire que si, comme moi, tu as un auditoire cible qui est ici au Québec, ça va être important que dans les mots que tu utilises dans tes requêtes, dans les mots que tu utilises pour lui donner des instructions, que tu utilises les bons mots que tu aimerais qu'il utilise après ça dans l'article. Si tu écris email dans tes instructions, il va utiliser email dans le texte qu'il va t'écrire. C'est pour ça que j'ai spécifié courriel. Je pense pas pour cet article-là en particulier qui va parler de courriel, mais tout de même, je lui spécifie quand même le mot courriel pour être sûr qu'il utilise le bon niveau, le bon français finalement pour mon auditoire qui est québécois francophone. Après ça, j'ai dit, j'aimerais que tu m'aides à écrire des articles de blog et que ces articles soient optimisés SEO pour un meilleur positionnement Google. J'aurais vraiment dû corriger mes fautes avant. OK. Après ça, mon auditoire cible sont des professionnels et des gens d'affaires francophones habitant au Québec. Alors, j'aimerais que tu privilégies un vocabulaire et des expressions alignés avec le français parlé au Québec. Donc ça, ce bout-là va être vraiment important de lui donner cette instruction-là, parce que comme je te disais, par défaut, il va écrire dans un français international ou dans un français européen, puis il va utiliser des expressions ou des mots qui ne sont pas d'usage ici. Donc si ton auditoire comme moi est plutôt au Québec, ça va être important de lui spécifier d'écrire en français pour le Canada. Après ça, je vais lui donner aussi des instructions par rapport à nos normes rédactionnelles chez Winavio. Donc, je lui dis, dans nos articles, on se permet de parler de nous à la première personne singulier, si c'est pertinent, et on adresse le lecteur à la deuxième personne plurielle. Donc, je vais être sûr qu'il vous voit le lecteur dans les articles. Au niveau de l'image de marque de Winavio, comme tu vas voir, je te tutoie là. Quand, au verbal, on tutoie nos clients, moi, je tutoie les gens en formation aussi. Par contre, au niveau de l'écrit, peu importe que ce soit sur le blog ou ailleurs, tous nos outils de communication écrits, on vous voit le lecteur parce que c'est plus formel la communication écrite, donc on a choisi de vous voyer. Puis c'est important que ChatGPT le sache parce que je lui ai quand même dit d'utiliser un français québécois qui est plus familier qu'un français, disons un français européen. Fait qu'il pourrait vouloir écrire tout à la deuxième personne singulier. Donc je lui spécifie deuxième personne plurielle pour adresser le lecteur. Après ça, j'ai dit le mot web devrait être toujours écrit avec un W majuscule. Ça fait partie des normes rédactionnelles de Winavio. Dans tous nos outils de communication, le mot web a un W majuscule. La minuscule et le majuscule sont permis en français, mais nous, on a choisi d'utiliser le majuscule partout pour s'aligner justement avec le nom de la compagnie qui est Winavio avec un W majuscule. Au niveau des titres et sous-titres, seule la première lettre du premier mot devrait être en majuscule. Moi, j'aime bien lui spécifier ça parce que par défaut, ChatGPT, je pense qu'au niveau de comment il fait son travail, il le fait en anglais. Puis ce qu'il nous fournit quand on lui parle en français, c'est une traduction. Puis en anglais, une des habitudes qui s'en vient désuète maintenant, c'est que dans les titres en anglais, on peut mettre toutes les premières lettres de tous les mots en majuscule. C'est une pratique qui s'en vient désuète en anglais, mais qui a été d'usage pendant très longtemps, mais ça n'a jamais été d'usage en français. On ne devrait jamais mettre autre que la première lettre du premier mot ou à moins que ce soit un nom propre là, en majuscule. Et puis, par défaut, ChatGPT, quand il nous écrit des titres en français, il met toutes les premières lettres en majuscule, puis on doit manuellement les corriger. Fait que pour m'éviter de devoir faire ça, puis de risquer de faire des erreurs humaines en remplaçant des lettres majuscules par des lettres minuscules, je lui spécifie dès maintenant de seulement mettre la première lettre du premier mot en majuscule au niveau des titres et des sous-titres. Après ça, est-ce qu'il va suivre mes instructions? On va voir, mais normalement, il devrait les suivre. Après ça, je lui dis, pour chaque article, j'aimerais que tu écrives le titre de l'article, l'introduction, le corps de l'article et la conclusion. J'aimerais aussi que tu me proposes un métatitre et une métadescription. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi un métatitre ou une métadescription, ben, je t'invite à t'inscrire à ma prochaine formation SEO, où je vais te montrer comment optimiser ton site web pour un meilleur positionnement Google. Puis une des choses que j'explique dans cette formation-là, c'est quoi un métatitre, une métadescription, puis comment les rédiger de manière efficace d'un point de vue SEO. Donc ça, c'est mon prompt initial ou en anglais, on va dire le prompt sur ChatGPT.
ou ma requête. Donc ça, c'est ma requête initiale. Je vais tout simplement lui soumettre ça, puis je vais voir ce qu'il va me répondre par rapport à ça. Donc là, il me dit, très bien, je peux certainement vous aider à rédiger des articles de blog optimisés SEO pour votre agence de communication numérique, Winovio. Donc, il a compris que mon agence s'appelle Winovio. C'est bon, il a compris que je voulais qu'il optimise ça SEO. Pour commencer, je vais vous proposer un exemple d'article en respectant vos instructions. Puis là, il me sort un article. Je n'y ai pas demandé. Ça, c'est une des caractéristiques de ChatGPT 4. Il va faire le kilomètre de plus. Il fait toujours le kilomètre de plus. C'est comme un stagiaire full motivé de la vie. ChatGPT 3.5, il va faire ce qu'on lui demande. Puis la version 4 va faire ce qu'on lui demande, puis il fait toujours un kilomètre de plus pour nous donner des conseils additionnels, pour faire une tâche additionnelle ou pour nous proposer de quoi de plus qu'on lui a demandé. Il est vraiment, comme je te dis, il est vraiment comme si tu avais un stagiaire hyper motivé de la vie qui veut toujours faire plus pour impressionner le patron. Fait que c'est vraiment super. C'est une des choses que j'aime d'utiliser justement ChatGPT 4 versus le 3.5. Moi, ça m'intéresse pas qu'il m'écrive cet article-là en ce moment parce que j'ai déjà prévu un sujet que j'aimerais écrire aujourd'hui. Par contre, c'est peut-être quand même intéressant de voir ce qu'il m'a écrit. Maximiser votre présence en ligne, conseils pratiques pour les professionnels québécois. Ah, c'est vraiment intéressant. Fait que là, il m'aurait écrit un article qui est régionalisé pour le Québec. Je pourrais retenir cette idée-là puis y revenir plus tard. Fait que je vais laisser ça là. Je vais lui proposer mon prochain prompt ou ma prochaine requête. En réalité, ce que je fais avant de lui demander comme tel d'écrire, c'est que je vais le questionner sur le sujet. Je vais faire comme si je le sais. ChatGPT, il sait tout ce qui existe quasiment, là. Tout ce qui est disponible sur le web, il est au courant. Mais tout de même, je vais le questionner pour voir s'il connaît ça avant de lui demander d'écrire sur le sujet. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que ça met le contexte pour ce que je vais lui demander après, qui est d'écrire un article de blog sur le maillage interne. Mais avant de lui demander d'écrire un article de blog sur le maillage interne, je vais lui demander, est-ce que tu sais c'est quoi du SEO et est-ce que tu sais c'est quoi du maillage interne dans le cadre du SEO? Et j'ajoute ce petit bout-là pour être sûr qu'ils comprennent. Okay. Donc, est-ce que tu sais c'est quoi du SEO et est-ce que tu sais ce qu'est du maillage interne dans le cadre du SEO? Bon, on va dire que ma phrase n'est pas super niveau syntaxique, mais il devrait comprendre quand même ce que je lui demande. Fait que moi, je fais toujours ça quand je démarre une discussion avec ChatGPT. Je vais lui soumettre ma phrase, je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. Je fais une mise en contexte de qui que je suis, qu'est-ce que j'attends de lui, etc., etc., la première requête que je lui ai donnée. Puis après ça, je lui pose une question pour le sonder sur s'il connaît le sujet. Puis en réalité, le but, c'est juste de mettre le contexte parce que tout ce qu'il va me dire après, il va prendre en considération que on est dans le sujet du maillage interne, on est dans le sujet du SEO. Fait qu'il va prendre ça en considération pour ses réponses subséquentes. Puis en même temps, ça me permet de savoir s'il connaît bel et bien le sujet. Là, ici, clairement, je suis pas mal sûr qu'il connaît c'est quoi du SEO, du maillage interne. Mais ça peut être vraiment pratique si tu lui poses des questions, ce que tu vas être sûr qu'il connaisse. Comme par exemple, tu prends un médicament en ce moment, puis tu veux savoir s'il y a des effets secondaires par rapport à ce médicament-là. Mais avant de lui demander s'il y a des effets secondaires, tu devrais lui demander s'il sait c'est quoi le médicament. Il va te dire, oui, je sais c'est quoi, c'est un médicament qui sert à truc, machin, tout ça. Assure-toi que ce qu'il dit, ça fait du sens. Ça va te confirmer qu'il connaît ce médicament-là. Puis là, après ça, me pose-lui ta question. Je ressens des effets secondaires en ce moment, voici tel effet secondaire, peux-tu me dire si c'est relié, ça pourrait être relié avec ce médicament-là, par exemple. Fait que tu vas vouloir le sonder pour être sûr qu'il connaît le sujet. Fait que là, de toute évidence, il connaît le sujet, mais fait un paquet de blabla. Ça, je le regarde généralement en diagonale, juste pour voir si c'est quoi le sujet. Oui, je suis familier avec le concept de SEO, c'est du Search Engine Optimization. Maillage interne dans ce contexte. Et de rendre le site plus visible, blablabla, c'est bon pour ça. Le maillage interne, quant à lui, c'est vraiment ça qui m'intéresse aujourd'hui. Le maillage interne, quant à lui, fait partie des stratégies SEO. Il s'agit de la pratique qui consiste à créer des liens entre différentes pages, etc. C'est pas mal ça. Puis là, il me donne des avantages. Bon, super, c'est une des choses que je voulais lui demander dans l'article, les avantages. Amélioration de la hiérarchie, distribution de l'autorité, amélioration de l'indexation, réduction du taux de rebond. Super. Fait que ça ressemble à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Fait que c'est comme un stagiaire en réalité de ChatGPT. Fait que quand tu as un stagiaire qui sort de l'école puis qui fait des contrats pour toi, tu veux t'assurer qu'il a appris ce sur quoi tu veux le faire travailler à l'école. Puis s'il n'a pas appris, ben là, tu pourrais lui donner de l'information additionnelle. Des fois, ça va arriver avec ChatGPT qui n'est pas au courant ou qui n'est pas sûr ou que tu utilises un mot puis il n'est pas sûr de laquelle signification tu veux dire. Puis là, il va te poser des questions puis tu vas lui répondre comme un stagiaire finalement. Fait que là, je vais venir ici, puis c'est le dernier prompt que j'ai préparé d'avance. Je vais lui dire, peux-tu écrire un article expliquant ce qu'est le maillage interne, quels sont les bénéfices SEO. Je vais peut-être spécifier du maillage interne pour être sûr qu'il comprenne ce que je lui demande. Tu vois, comme je corrige mon texte, je l'avais vérifié tantôt, mais finalement, je me rends compte que je peux donner plus de détails. Puis comme je t'ai dit, tu veux donner le plus de détails possible pour être le plus clair possible. Assume que ChatGPT, c'est un stagiaire qui sort de l'école, qui connaît juste qu'après l'école, il connaît pas le marché du travail. Tu dois être hyper précis sur ce que tu attends de lui. Donc, peux-tu écrire un article expliquant ce qu'est le maillage interne, quels sont les bénéfices SEO du maillage interne? Oups.
On va corriger cette phrase-là. Quels sont les bénéfices SEO, marketing ou vente de faire du maillage interne? C'est bon. Et comment mettre en place une stratégie de maillage interne efficace? La conclusion devra contenir un appel à l'action invitant le lecteur à participer à ma prochaine formation SEO. Donc, je vais lui soumettre ça, puis on va voir ce qu'il va me dire. Donc là, normalement, il va me pondre ce qui fait l'équivalent d'un premier jet de l'article de blog ou un brouillon. Ce qu'il va pondre comme premier texte, ce ne sera pas assez complet pour en faire un article de blog que tu vas vouloir publier sur ton site web. Tu vas vouloir, en fait, là, tu vas vouloir bonifier cet article de blog-là. Souvent, le premier jet qu'il va te proposer, ChatGPT, va être trop court pour en faire un article de blog qui va être efficace d'un point de vue SEO. Il ne sera peut-être pas trop court en termes de transmettre l'information puis que l'info soit là pour le lecteur, ou en tout cas la base de l'info soit là pour le lecteur. Par contre, c'est souvent un article qui va être trop bref ou trop raccourci pour en faire un article que tu vas vraiment publier tel quel. Fait qu'on va regarder ce qu'il me dit par rapport à ça. Je vais le laisser continuer, je vais commencer à lire. Fait que là, il me propose le titre, maillage interne, clé pour une stratégie SEO gagnante. Super, ça ressemble à ça. Il m'a mis le mot maillage interne au début, fait que c'est parfait. D'un point de vue SEO, une des choses qu'on veut faire, c'est mettre le mot-clé focus au début du titre, fait que ça, c'est bon. Il me propose l'introduction. Le maillage interne est souvent sous-estimé dans les stratégies de SEO, mais son impact peut être considérable. Cet article explore ce qu'est le maillage interne, ses bénéfices pour le SEO, le marketing et les ventes, et comment mettre en place une stratégie de maillage interne efficace. Tu vois comment ici, il a repris les bénéfices SEO, marketing et ventes, comme je lui avais mis dans ma requête initiale. C'est pour ça que il faut que tu fasses attention aux mots que tu vas utiliser quand tu donnes une requête ou tu donnes des instructions ou tu donnes de l'information à ChatGPT, parce qu'il va te répondre dans tes mots en réalité. Donc, il faut que tu t'assures d'utiliser les bons mots. Fait que là, c'est bon pour l'introduction. Par contre, moi, j'aime bien avoir un titre avant mon introduction. On s'entend, je peux écrire introduction sur le site. Fait qu'une des choses que je vais lui demander, c'est de m'écrire un titre pour l'introduction. Je vais faire ça maintenant. Ça. Si tu veux faire des retours chariots dans le chat avec ChatGPT, tu fais la touche majuscule Enter. Ça te fait faire des retours chariots sans soumettre ton message tout de suite. Le corps de l'article. Qu'est-ce que le maillage interne? Définition et importance du maillage interne dans le SEO. Rôle du maillage interne dans la structure d'un site web. Fait que tu sais, c'est la base de c'est quoi le maillage interne, mais on s'entend que c'est vraiment pas grand-chose. En réalité, c'est comme des sous-titres. Il n'y a pas vraiment expliqué la chose. Fait qu'on va vouloir qu'il bonifie ce texte-là. On va y revenir comment lui demander de bonifier du texte. Après ça, les bénéfices du maillage interne pour le SEO, amélioration de l'indexation et de la distribution de l'autorité de la page. C'est bon. Pour le marketing et les ventes, augmentation du temps passé sur le site et réduction du temps de rebond, conduisant à une meilleure conversion des visiteurs en clients. Parfait, ça ressemble à ça. Troisième raison, mettre en place une stratégie de maillage interne, identifier des pages clés à relier, utilisation de textes d'encre pertinents et descriptifs, équilibrer le maillage interne pour éviter la suroptimisation. C'est bon. Encore une fois, c'est vraiment pas détaillé. On va vouloir que chacun de ces trois points-là soit plus détaillé. On va lui demander ça en un instant. Outils et meilleures pratiques. Outils utiles pour analyser et optimiser le maillage interne. Meilleures pratiques pour mise en œuvre efficace. Parfait. Ici aussi, on va vouloir qu'il détaille. Conclusion. Le maillage interne est un aspect crucial du SEO qui peut considérablement influencer la performance de votre site web. Tu vois comment il écrit web avec un W majuscule, comme je lui ai demandé dans mon message initial. En l'intégrant efficacement dans votre stratégie SEO, vous pouvez non seulement améliorer votre positionnement sur les moteurs de recherche, mais aussi booster votre marketing et vos ventes. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances et maîtriser les techniques avancées de SEO, y compris le maillage interne, rejoignez-nous. Fait que ça, je vais vouloir le changer quand je vais le mettre sur le site pour rejoignez-moi. C'est moi le formateur, c'est moi l'auteur de l'article, c'est moi le formateur aussi. Fait que ça, je vais le changer plus tard pour rejoignez-moi. Lors de notre prochaine rencontre, notre prochaine formation SEO, c'est une opportunité à ne pas manquer pour propulser votre site au sommet des résultats de recherche. Parfait, super. Donc, c'est du sens pour la conclusion. Je vais aussi lui demander de m'écrire un titre pour la conclusion, parce que je peux écrire conclusion. Je veux vraiment avoir un titre pour ma conclusion. Fait que je vais lui demander d'écrire un titre pour la conclusion. Après ça, métatitre, maillage interne et SEO, guide pour booster votre site web. Ah, ici, j'aime bien comment intégrer SEO dans le titre. Puis, il l'a pas fait dans le titre de l'article. Clé pour une stratégie SEO gagnante. OK, il l'a mis ici, le SEO. Ah, c'est correct, les deux fonctionnent en réalité. Métadescription. Découvrez comment le maillage interne peut transformer votre stratégie SEO. Apprenez ses avantages pour le marketing et les ventes et comment mettre en œuvre une stratégie efficace. Ça m'a l'air de correct. Souvent, ChatGPT, que ce soit la version 3.5 ou 4,
la métadescription qu'il va écrire va être beaucoup trop longue. Il va écrire comme un gros paragraphe qui va bien au-delà de la quantité de caractères qui est recommandée pour une métadescription. Ça a l'air d'être à peu près correct. Il va peut-être falloir que je retranche quelques mots. Ça a l'air d'être pas mal la bonne longueur. En réalité, je vais le voir une fois que je vais l'intégrer sur le site web. L'outil SEO sur le site web va me calculer les mots et va me dire si c'est trop long, trop court. Je vais pouvoir moi-même modifier le texte de ChatGPT. Mais l'important ici, c'est que la longueur n'est pas trop longue. J'ai mon mot-clé focus pour le SEO qui est maillage interne. Il a répété le mot SEO, c'est quand même important parce que le maillage interne, c'est surtout un outil qu'on utilise dans le cadre du SEO, une stratégie plutôt qu'on utilise dans le cadre du SEO. Après ça, il me donne son feedback. Des fois, dans le feedback, là, il me dit « Cet article est conçu pour informer tout en incitant les lecteurs à s'engager davantage avec votre contenu et vos services. Il peut être adapté ou développé davantage selon vos besoins spécifiques ou le format de votre blog. » Parfait. Fait que là, je vais lui dire « Peux-tu m'écrire un titre pour l'introduction et peux-tu m'écrire un titre pour la conclusion? » Je vais lui soumettre ça. Puis pendant qu'il pense ça, je vais aller récupérer le titre ici. Normalement, je le rentrerai directement. Ah, tu peux voir ici, il n'a pas suivi mon instruction de ne pas mettre une majuscule à chaque mot. Il l'a mis, fait que je vais devoir corriger ça manuellement. Normalement, ce que je fais à cette étape-ci, c'est que j'insère directement le texte sur le site web ou dans le gestionnaire de contenu du site web en brouillon. Ce que je vais faire pour aujourd'hui, juste pour simplifier les choses, je vais tout simplement l'ajouter à mon fichier Google Docs ici. On va faire une nouvelle page. Fait que je vais mettre mon titre ici, comme ça. Je vais l'écrire comme ça parce que je vais faire rentrer l'article par un membre de mon équipe. Après ça, oups, je vais revenir ici. Et puis, je vais prendre l'introduction. Oups. Ici, je vais prendre l'introduction. Ça, c'est vraiment pour moi. Là, je me mets des instructions en même temps pour mon équipe. Fait que là, qu'est-ce qu'il m'a proposé? Découverte du maillage interne, un atout méconnu du SEO. OK, je ne traite pas, je vais le modifier à mon goût. Je vais écrire le maillage interne, un atout méconnu. J'aime bien faire ça quand j'écris un article de blog. Je vais mettre un titre à l'introduction, puis je vais répéter le mot-clé focus. Donc, ce qui est important, c'est maillage interne. Puis, je vais peut-être pas le faire avec 2 points, par exemple. Le maillage interne, virgule, pour changer du titre principal à un atout méconnu du SEO. Parfait. OK, maintenant qu'il a fait ça, j'ai la conclusion aussi. Propulsez votre site avec le SEO. Rejoignez notre formation. Rejoignez, je trouve que ça fait trop français. Fait que je vais mettre participer. Propulsez votre site web avec le SEO. Participer à ma formation. C'est une formation SEO. Propulsez votre site web en participant. On va y aller comme ça. En participant à ma formation. Sa conclusion me plaît. Fait que je vais l'utiliser tel quel. Ici. Je trouve qu'il y a 2 parties à la conclusion. Fait que je vais faire 2 paragraphes. Parfait. Super. Fait que là, c'est le entre les deux qu'on doit garnir. Le entre les deux, c'est ça ici. Donc, avant d'embarquer dans le corps de l'article, fait que je vais lui prendre ce bout-là ici, le premier numéro. Il faut vraiment que tu y ailles bloc par bloc pour avoir vraiment le résultat optimal, comme je vais te montrer ici. Puis là, je vais tout simplement copier-coller le titre qu'il a donné, ce qu'il a prévu parler. Puis là, je vais lui dire, peux-tu bonifier, je vais essayer avec le mot bonifier pour voir. Peux-tu bonifier ce texte? Je pense que ça va être plus clair ça. Peux-tu en écrire plus à ce sujet? Oups. Puis je vais copier-coller le titre et ce qui est finalement des sous-titres qu'il a prévu. On va voir ce qu'il va me dire par rapport à ça. Puis s'il me répond d'une manière qui fait du sens, je vais reprendre la même formule pour chacun des points. Bien entendu, voici un développement plus détaillé sur le sujet du maillage interne. Qu'est-ce que le maillage interne? Définition et importance du maillage interne dans le SEO. Bon, fait que là, tu vois, il reprend les mêmes points. Définition, il va probablement reprendre rôle aussi. Puis là, il m'explique plus en détail. Définition et importance du maillage interne dans le SEO. Le maillage interne, c'est des SEO consistant à créer des liens entre différentes pages de même site web. Ces liens sont souvent
Je vais le lire rapidement en diagonale juste pour voir si le texte me convient. Tu pourras, si tu veux le lire en détail, fais juste pause sur la vidéo pour le lire. Okay. Je vois qu'ils utilisent le terme Page Authority puis Link Juice. Je suis pas sûr s'il y a des noms en français pour ça. Backlink, oui, c'est rétrolien. OK, ça, j'aime pas ça quand il fait ça. Il va finir avec en résumé, comme si c'était une conclusion. Des fois, il va faire ça quand tu lui demandes de détailler des points qui vont être des sections de ton article. Lui, il sait pas, en réalité, qu'il détaille une section de ton article, puis il va y avoir d'autres sections qui viennent après. C'est comme si tu écrivais un texte, il est juste à propos de ça, puis il n'y a rien d'autre que tu sais, c'est pas connecté avec le reste. Après ça, c'est ton travail comme humain de prendre ce qu'il dit ou qu'il te donne comme texte, l'ajuster pour que ça fasse du sens, puis l'intégrer dans ce qui va devenir ton article complet. Fait qu'ici, moi, j'exclus toujours le en résumé ici parce qu'on n'est pas rendu en conclusion. On est juste dans la fin du premier point, puis il va y avoir un deuxième point après. Ouais, j'aime bien ce texte-là. On pourrait quasiment l'utiliser dans la conclusion. J'aime le texte de conclusion qu'il a donné. Fait que je vais ignorer ce bout-là. Tout ça, ça fait du sens. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener ça ici. Je vais emmener ce bout-là ici. Je vais le mettre dans mon fichier. Ça, c'est un titre H2. Ça, c'est un titre H3. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi le H1, H2, H3, et encore une fois, je t'invite à venir à ma formation SEO. Je parle de tout ça dans la formation SEO. J'aime pas le fait qu'ils utilisent des termes en anglais. On a essayé de prioriser chez Winevio d'utiliser des termes en français. Ces mots-là, je suis pas sûr c'est quoi en français. Parfait. Là, on serait rendu à la deuxième. Fait que là, il a bien compris ma demande. Est-ce qu'il existe? Pas est-ce qu'il existe. Ma demande, peux-tu en écrire plus à ce sujet? Puis là, il me dit, puis là, j'ai dit c'est quoi le sujet? Puis il me dit, bien entendu, voici un développement. Ouais, je pense que je vais lui reformuler pour peux-tu développer? Ouais. Quoi que peux-tu m'en dire plus, en écrire plus à ce sujet? Ça a bien fonctionné. Je vais continuer avec cette formule-là. Si jamais tu ne veux pas attendre qu'ils écrivent tout ça, tu peux avancer la vidéo. Mais sinon, moi, je le lis au fur et à mesure. Fait que je vais te donner mes commentaires si j'en ai. Oh, il y en a beaucoup à dire là-dessus. Pour le SEO. OK, ça c'est peut-être un peu trop de blabla pour faire une section de l'article. C'est quasiment un article au complet juste avec ce sujet-là. OK. Je vais quand même reprendre ce qu'il m'a indiqué ici. Puis je vais le simplifier pour le mettre dans mon article parce que je trouve que c'est un peu trop. Il faudrait peut-être que je répète mon instruction de ne pas capitaliser tous les mots. Bref, je pense que ça va être un petit peu long si je te montre comment je fais tout l'article finalement, parce qu'il y en a encore pour 2 autres points. Mais essentiellement, c'est vraiment ça. Le truc ici ou l'astuce à mettre en place, c'est d'être vraiment clair dans tes requêtes, peu importe que ce soit la requête initiale ou les requêtes subséquentes, c'est d'être vraiment clair dans qui tu es, c'est quoi ton objectif, c'est quoi tes attentes, comment tu veux qu'il produise le travail, comment tu veux qu'il ajuste le travail, quels détails additionnels que tu veux qu'il donne sur le travail. Puis au fur et à mesure qu'il te répond, tu donnes la rétroaction, il te revient. Pratiquement jamais, au niveau en tout cas de la rédaction d'articles de blog, presque jamais ChatGPT va te pondre un article de blog tout de suite dès le départ qui va être exactement ce que tu veux. C'est plutôt que tu vas travailler avec lui puis tu vas faire du back and forth comme si tu travaillerais avec une rédactrice en réalité puis tu lui dis écris-moi un article sur tel sujet, j'aimerais que l'article contienne telles informations. La rédactrice écrit un premier jet, elle te le propose, tu lui donnes une rétroaction,
elle fait les ajustements, elle te revient avec une version alternative. Donc, ça ressemble à ça en réalité quand tu utilises ChatGPT pour écrire un article de blog, sauf que avec ChatGPT, tu fais beaucoup plus d'aller-retour avec parce que tu peux reprendre chacun des morceaux un à la fois, etc. Contrairement à ce que tu ferais peut-être avec une rédactrice où tu lui confies le mandat, elle fait l'ensemble du travail, elle te l'envoie, tu révises l'ensemble du travail, tu lui retournes, elle ajuste l'ensemble du travail, elle te le retourne, etc. Avec ChatGPT, tu peux vraiment y aller bloc par bloc par bloc. Donc, pour compléter l'article d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à discuter avec ChatGPT. Je vais continuer d'écrire mon article de blog. Puis, si tu aimerais voir ce que l'article de blog a de l'air, je vais le publier sur le site de Wineview la même semaine que je vais publier la vidéo que tu écoutes en ce moment sur YouTube. Puis, je vais aussi mettre le lien dans la description de la vidéo. Tu vas pouvoir aller voir l'article complet que je vais avoir fini de travailler avec ChatGPT. Puis, que je vais aussi ajuster pour être à mon goût à moi. Donc, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si tu aimerais en savoir plus sur comment tu pourrais utiliser ChatGPT dans le cadre de ton travail, je t'invite à venir à ma prochaine formation sur ChatGPT où je vais te montrer comment utiliser ChatGPT dans un contexte professionnel, que ce soit pour les articles de blog, pour des courriels, pour t'aider à analyser des données, pour créer des images. Utilise la version 4 de ChatGPT, elle est connectée à DALL-E. Puis en plus de pouvoir te donner des rétroactions écrites en texte, et puis aussi de produire des images pour t'illustrer ce qui te décrit en texte. C'est vraiment super intéressant d'utiliser ChatGPT combiné à DALL-E pour ce genre de choses-là. C'est toutes des choses que je montre dans ma formation. C'est vraiment une formation pratique, comme aujourd'hui on vient de faire ensemble en réalité. C'est une formation pratique où je donne plein d'exemples de cas de comment utiliser ChatGPT. Puis je vais aller un peu plus loin dans la vidéo, dans la formation de ChatGPT, où je te montre aussi des fonctionnalités avancées de la version 4 de ChatGPT. Alors on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine!